Bonjour, je suis Charlotte Boussard, je suis pédiatre et je suis actuellement en 4e année de thèse de sciences dans le laboratoire du Dr Frédéric Rioloca, un laboratoire qui s'intéresse aux maladies auto-immunes pédiatriques. Et justement, aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui est le déficit en DOC11. Donc comment l'histoire a commencé? Nous avons analysé dans une cohorte de patients avec des maladies auto-immunes à début pédiatrique, des exomes, et nous avons identifié, comme vous le voyez ici, 8 patients avec 7 mutations du gène DOC11. Donc comme vous le voyez, ces patients présentaient des mutations qui étaient plutôt privées, c'est-à-dire non renseignées dans les bases de données, avec des patients qui présentaient une auto-immunité de début, comme vous le voyez, assez précoce, avec des manifestations auto-immunes, notamment cytopénie auto-immune, de lupus, avec des manifestations cutanées associées, assez diverses, comme vous le voyez ici, avec un patient qui présentait une paniculite, comme vous pouvez le voir ici sur la coupe histologique, un patient qui présentait un lupus bulleux, et un autre patient qui présentait un ecthyma gangrénosum, pour vous donner un peu la panoplie des manifestations cutanées. Par ailleurs, c'est des patients qui présentaient des manifestations digestives, avec finalement des patients, comme vous le voyez, assez sévères, avec une forte pression immunosuppressive, et puis des auto-anticorps circulants. Sur le plan phénotypique, en termes d'immunologie phénotypique, ces patients présentaient notamment des anomalies de répertoire des lymphocytes B, avec souvent un excès de lymphocytes B transitionnels, des dosages d'immunoglobulines qui étaient assez variables. Donc comment on a étudié ces patients? Donc ces patients présentaient des mutations prédites comme délétères par les scores de prédiction. Ces mutations étaient dans différentes parties de la protéine, dans cette protéine DOC11 qui est peu connue et peu décrite dans la littérature. Nous avons tout d'abord effectivement regardé l'expression de la protéine DOC11 chez les patients, et les patients présentaient la protéine, parfois un peu diminuée, mais pas tellement chez d'autres patients. Donc nous avons étudié la fonction de la protéine, étant donné que la protéine était exprimée chez ces patients. La fonction connue de cette protéine est l'activité CDC42. L'activité CDC42, c'est un process de régulation du cytosquelette d'actine, et donc DOC11 est décrit comme régulant le cytosquelette d'actine. Et donc pour apprécier la fonction principale de cette protéine, nous avons mesuré l'activité CDC42 chez les patients. Et donc effectivement, on retrouvait une activité CDC42 diminuée chez les patients. Nous avons également étudié l'activité d'une autre RO-GTPase, la ROA-GTPase, qui est en équilibre avec le CDC42. Et effectivement, chez les patients, alors que l'activité CDC42 était diminuée, l'activité ROA était augmentée, suggérant une perturbation de l'équilibre de régulation du cytosquelette d'actine chez les patients. Donc, après avoir étudié la seule fonction de DOC11 connue dans les cellules de patients, nous avons étudié l'impact sur le cytosquelette en étudiant notamment la morphologie dans différents types cellulaires. Nous avons commencé par les plaquettes, puisque la plupart des patients présentaient une cytopénie auto-immune de type antiplaquettaire. Et donc nous avons regardé la morphologie des plaquettes qui était perturbée chez l'ensemble des patients, y compris les patients présentant pas d'anomalie des plaquettes. Et nous avons regardé l'étalement des plaquettes. Comme vous pouvez le voir ici, les plaquettes chez les patients étaient beaucoup plus étalées que chez les contrôles, suggérant un impact sur le cytosquelette des plaquettes et suggérant peut-être une anomalie de la fonction immunologique des plaquettes, puisque les patients ne saignaient pas spécialement et on n'a pas retrouvé de troubles d'hémostase chez les patients. On a regardé un autre type cellulaire, qui sont les lymphocytes T des patients. Et donc on a regardé tout d'abord l'étalement, c'est-à-dire que nous avons étalé les lymphocytes T des patients
sur une lamelle présentant une activation du TCR, à savoir par une activation CD3, CD28. Et effectivement, chez les patients, on voyait une morphologie aberrante, beaucoup plus étalée, avec des protrusions aberrantes, comme vous voyez. Nous avons reproduit ces anomalies en inhibant le CDC42 chez les contrôles, et nous avons corrigé ces anomalies en activant CDC42 chez les patients DOC11. Nous avons reproduit cette morphologie par des modèles in vitro en diminuant l'expression de la protéine DOC11 dans les lymphocytes T. Et donc, après avoir mesuré l'impact du cytosquelette sur l'étalement des lymphocytes T, nous avons pu mesurer la migration des lymphocytes T. Donc, nous avons pris des lymphocytes T que nous avons fait migrer dans des canaux. Cette migration implique l'activité CDC42 au devant de la cellule et l'activité ROA en arrière de la cellule, permettant d'apprécier la fonction de migration et en particulier la répercussion chez les lymphocytes T des patients de la perturbation de l'équilibre entre CDC42 et ROA. Et effectivement, la vitesse de migration de l'ensemble des lymphocytes T des patients était impactée avec une vitesse de migration beaucoup plus rapide qui pouvait être expliquée par le fait que la l'actine était polarisée chez les contrôles un peu en devant et un peu en arrière, alors que chez les patients, elle était surtout polarisée en arrière, qui faisait sens avec le fait que ROA est en arrière de la cellule. Pour rappel, les patients avaient une activité ROA augmentée et une activité CDC42 diminuée, l'activité CDC42 qui est plutôt au devant de la cellule, et donc on ne retrouvait pas de polarisation en devant de la cellule. Cette particularité de la polarisation en arrière de la cellule permettait d'expliquer la vitesse de migration beaucoup plus importante chez les patients que chez les contrôles. Nous avons reproduit ce modèle en inhibant l'activité CDC42 chez des contrôles où on retrouve une vitesse de migration augmentée qui était comparable à la vitesse de migration des lymphocytes T du patient. Nous avons étudié un autre type de lymphocytes qui sont des lymphocytes B. Donc c'est un modèle in vitro de lymphocytes B immortalisés à l'EBV. Et donc nous avons pu apprécier une nouvelle fois une morphologie complètement aberrante avec un étalement beaucoup plus important, comme vous pouvez le voir ici, avec des protrusions parfaitement aberrantes que nous avons quantifiées, où vous voyez, c'est la même échelle entre les cellules contrôle et les cellules des patients. Et effectivement, on peut voir que dans les cellules des patients, cette morphologie est aberrante, y compris dans les lymphocytes B. Nous avons fait un modèle in vitro pour voir la morphologie éventuellement des cellules dendritiques dans lequel on avait diminué l'expression de la protéine. Comme vous pouvez le voir ici, on a fait ce modèle en diminuant la production de la protéine DOC11. Et effectivement, comme vous pouvez le voir sur les images de microscopie électronique, ici sont des cellules dendritiques à l'état mature. Et comme vous pouvez le voir, ici, l'expression de la protéine DOC11 est parfaite. Et donc, vous voyez bien les repliements de membrane et les podosomes à la surface de la lamelle, comparé à cette morphologie complètement aberrante de repliement aberrant du corps cellulaire et des podosomes très épais dans ce modèle de cellules dendritiques avec une expression de la protéine DOC11 diminuée. Donc on a pu voir sur ces différents modèles cellulaires l'impact sur le cytosquelette et sur la régulation anarchique des RO-GTPase qui est la fonction principale de DOC11. Maintenant qu'on avait prouvé que ces patients étaient malades de ces mutations, on devait comprendre pourquoi ils développaient de l'auto-immunité. Et effectivement, par analogie aux patients IPEX, c'est-à-dire des patients qui ont des entéropathies associées à des cytopénies auto-immunes avec des mutations dans le gène FOXP3, nous avons regardé l'expression
de FOXP3 dans les T régulateurs des patients avec les mutations DOC11. Et effectivement, on s'est aperçu que l'expression de FOXP3 a été diminuée, avec en particulier une diminution de la population FOXP3 Helios, qui sont des T règles stables et fonctionnelles. Nous avons essayé d'établir un lien entre DOC11 et FOXP3. Et donc nous avons commencé à explorer la voie JAK-STAT et notamment STAT5, qui est un des facteurs régulateurs de la transcription de FOXP3. Et effectivement, chez les patients, dans différents types cellulaires, nous avons vu la baisse de phosphorylation STAT5 après stimulation par l'IL2, pouvant peut-être être le lien entre FOXP3 et DOC11. Alors une meilleure connaissance du déficit en DOC11 chez ces patients peut éventuellement mener à des thérapies. Pour l'instant, il y a peu de connaissances, comme vous l'avez bien compris, sur DOC11. On a juste l'expérience d'une greffe de moelle osseuse en situation phéno-identique chez le premier patient de la cohorte, qui était l'un des plus sévères, avec un PTI assez important, une atteinte digestive sévère et de multiples manifestations cutanées. Ce patient a été greffé il y a un peu moins de 2 ans. Donc effectivement, avec un chimérisme 100% donneur, une récupération de l'expression DOC11, une complète normalisation de la morphologie plaquettaire et une expression de FOXP3 parfaite après la greffe. Le problème, c'est qu'après une période de lune de miel pendant 1 an, il a rechuté sur le plan digestif, suggérant peut-être un rôle de DOC11 dans les cellules non hématopoïétiques. Donc en conclusion, le déficit en DOC11 est une nouvelle actinopathie auto-immune liée à l'X. On a identifié 8 patients qui présentaient une auto-immunité précoce avec des manifestations cutanées digestives et une thrombopathie dite fonctionnelle, pas sur la fonction hémostatique, mais plutôt sur la fonction immunologique. Donc ces patients présentaient un déficit en DOC11 avec une dérégulation de l'équilibre des Rho-GTPase, impactant le cytosquelette des cellules, avec probablement une anomalie de la fonction T régulatrice, impliquant la fonction STAT5-IL2, avec pour l'instant de faibles connaissances sur les thérapeutiques, peut-être greffe de moelle osseuse à ceci près que peut-être DOC11 a un rôle non hématopoïétique. Qu'en est-il des thérapies ciblées? Pour l'instant, les connaissances sont sont faibles sur les fonctions de DOC11, donc c'est difficile à l'heure d'aujourd'hui d'établir des thérapies ciblées, notamment du fait qu'une autre équipe a publié quelques mois après nous une cohorte de patients avec déficit en DOC11 chez des patients beaucoup plus jeunes, avec plutôt un profil auto-inflammatoire, montrant bien le fait que les différents rôles de DOC11 ne sont pas vraiment connus à l'heure d'aujourd'hui, ce qui nous pousse à établir de meilleures connaissances sur le plan fondamental de la fonction de DOC11. Donc c'est ce qu'on fait actuellement ici au laboratoire, avec, depuis la première publication, de nombreux patients avec des phénotypes cliniques variés et d'autres variants de DOC11, comme vous pouvez le voir sur cette diapo en rouge, qui sont répartis sur l'ensemble de la protéine, qu'on est actuellement en train d'étudier au laboratoire, avec mise en place de tests fonctionnels qui pourraient éventuellement permettre de valider le caractère délétère de ces patients et mieux comprendre les rôles de DOC11 et éventuellement établir des thérapies plus ciblées que la greffe de moelle osseuse.